Et si l'avenir des entreprises se jouait dans ce qu'elles ont de plus vivant? Moi, c'est Johan Darkest, et dans Capital Humain 3.0, je vous embarque pour une nouvelle ère où le potentiel humain devient le moteur de la transformation. Des idées concrètes, des voix inspirantes, des clés pour attirer, développer et fidéliser autrement. Parce qu'au cœur de la performance durable, il y a vous, moi, nous. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où le cœur et le cerveau battent à l'unisson. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Capital Humain 3.0. Je suis très heureux et très enthousiaste de partager avec vous mon univers. Et avant de débuter, de rentrer un peu dans le vif du sujet de ce premier épisode, que j'ai intitulé Capital Humain 3.0, une nouvelle ère, j'aimerais revenir avec vous sur la genèse du pourquoi du comment. J'aime bien donner du sens à ce que je fais. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce podcast en guide d'introduction. Alors, au gré de ces 25 dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir participer à dans différentes entreprises, alors publiques et privées, à des projets de transformation qui impliquaient de l'organisation, de la communication, de la technique, mais aussi de l'humain et beaucoup d'humain. Et je me suis rendu compte que c'était un facteur essentiel et que on avait besoin aujourd'hui d'ouvrir à une dimension beaucoup plus globale et holistique de l'être humain et de sa place dans les organisations. Et bien évidemment, depuis ces années, j'ai creusé, investigué différents outils, différentes approches, différentes philosophies, cultures aussi, qui permettent d'ouvrir les champs et d'arriver à allier performance économique et performance sociale. Et je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de capital matériel, mais on parlait moins de capital immatériel, et notamment du capital humain. Et donc je vous expliquerai pourquoi j'appelais ça Capital Humain 3.0 dans l'épisode qui va suivre. Mais avant toute chose, je me suis dit, avec tout ce que j'ai pu collecter, investiguer, les rencontres, je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous proposer un podcast où je fais un petit peu un syncrétisme, des fenêtres ouvertes sur ce que j'ai pu glaner au ça et là depuis ces années. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous le proposer, voilà, par des petits épisodes réguliers, et de faire venir aussi des invités sur mes podcasts, le fruit de mes rencontres diverses et variées, pour étayer attiser votre curiosité, vous donner d'autres perspectives, d'autres regards, d'autres visions. Et bien entendu, tout ça, ce n'est que mon prisme, une réalité parmi tant d'autres. Et si elle peut concourir à nourrir une réflexion, faire avancer des projets de transformation, eh bien ça sera objectif réussi. Et bien évidemment, ce n'est qu'un point de contact. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'échange. Donc, l'objectif, en fait, c'est aussi de rentrer en contact en présentiel et de pouvoir approfondir des discussions dont ce podcast est le point de départ. Voilà l'objectif très humble, très simple de ce podcast. Et en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le réaliser, à vous le partager et à transmettre. Voilà pour cette présentation de ce podcast. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vais rentrer dans le vif du sujet sur cet épisode 1 que j'ai intitulé Capital Humain 3.0, une nouvelle ère. Donc l'idée, c'est que je puisse vous donner dans une petite demi-heure à peu près des points de repère sur pourquoi une nouvelle ère et pourquoi Capital Humain 3.0. Alors, dans ce podcast, on va parler d'évolution du capital humain. On va parler aussi de comment valoriser différemment le potentiel humain, parce qu'il s'agit de ça. D'ailleurs, dans ma baseline du podcast, je l'ai intitulé « Le potentiel au cœur de la transformation ». Parce qu'effectivement, ce potentiel humain, on passe à côté de beaucoup de choses. Et j'ai passé beaucoup de temps à investiguer sur de quoi sommes-nous faits,
dans notre subtilité, comment on peut mieux se connaître, comment on peut mieux interagir avec un entourage et comment on peut mieux interagir avec un écosystème, avec des lieux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait cette pépite qui dormait, mais qu'elle n'était pas forcément très utilisée ou pas suffisamment dans les organisations. Et donc à travers ça, on va découvrir aussi dans ce podcast, je vous présenterai des nouveaux paradigmes qui redéfinissent la place de l'humain dans l'entreprise moderne. Alors, le capital humain 3.0, c'est un petit concept pour un clin d'œil à l'internet, 1.0, 2.0, 3.0, où on se rend compte que la notion de capital humain a évolué. Et c'est une approche innovante pour valoriser les talents. Et sur fond de transformation rapide, on se rend compte que le monde du travail évolue très très vite. Alors ça, je vous apprends rien, mais évolue bien évidemment sur des aspects technologiques. Donc ça, on parle beaucoup avec l'accélération des ordinateurs quantiques, avec des puissances de calcul qui sont très importantes, mais pas que. Il y a aussi une transformation des mœurs, des valeurs, du sens, beaucoup de transformations et des attentes en fait des salariés, mais aussi des dirigeants qui doivent faire face à un contexte social économique en pleine mutation, en pleine transformation très rapide et profonde. Et donc on s'en va vers une nouvelle vision renouvelée du capital humain dans l'entreprise. Alors, moi, je dirais pourquoi aussi capital humain 3.0. Parce que on est parti au départ sur de l'innovation. Capital humain 3.0, on parle d'innovation, donc de créativité et d'agilité comme moteur de nos transformations, de nos organisations. On parle d'engagement, donc une motivation profonde et un alignement des valeurs. On parle de bien-être, d'équilibre et d'épanouissement personnel. Et tout ça, ça nous amène à l'humain au centre des organisations avec comme base fondamentale de la performance. Et c'est ça, en fait, qui est en train d'évoluer. C'est que l'humain était en annexe, en appui, et construit autour des organisations, alors qu'aujourd'hui, on construit une organisation autour de l'humain comme base fondamentale de la performance. Et ça, c'est quelque chose, un des plus gros changements sur lequel on peut assister dans ces dernières décennies. Et c'est quelque chose d'important. Alors, nous allons aussi comprendre l'évolution et analyser les transformations du capital humain dans l'entreprise. Vous verrez qu'en fonction des dernières décennies, il y a eu beaucoup de changements. On va mesurer les enjeux aussi, quels sont les défis actuels pour les dirigeants et les ressources humaines, et prendre quelques données clés avec différents chiffres clés et des solutions pertinentes qu'on peut associer. Alors déjà, pour bien s'entendre, c'est important de partir d'une définition de base. Alors, elle vaut ce que ça vaut, mais voilà ce que j'ai pu vous proposer. Le capital humain, c'est un ensemble de richesses humaines, avec des connaissances, des compétences, des talents et des qualités d'un individu ou d'un collectif. Et je précise bien les deux, individu et collectif. On parle de capital vivant, et ce capital vivant, il s'acquiert, il s'use et se valorise tout au long de la vie. C'est une boucle dynamique et on rentre dans un schéma d'amélioration continue. Et c'est pour ça qu'on parle de capital vivant et non linéaire. On parle de ROI mesurable, retour sur investissement. Donc, le fait de travailler sur du capital humain, on a des bénéfices qui sont tangibles via de la formation continue, mais aussi sur la santé globale en entreprise. Et ça, c'est important, la santé des collaborateurs. Alors, en tant qu'historique, on va passer à un bref historique du capital humain. Je fais un petit focus sur les années 60. Donc, il y a des théories fondatrices de Becker et Schultz sur l'investissement dans l'éducation. Il a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux révolutionnaires.
Les années 2000, on a eu une évolution vers la gestion stratégique des compétences et des talents. Ça a été l'émergence des premiers outils digitaux RH, avec des outils de mesure, d'analyse, avec la montée en puissance de l'Internet. Et les années 2020, on a eu une digitalisation accélérée et une hybridation des métiers, avec une montée en puissance de la quête de sens au travail. Ça, c'est un point qui est très très important. Donc entre les années 60 et les années 20, on a vraiment un changement de paradigme très profond sur le pourquoi du travail, sur quel est le sens, quelle est la mission que remplissent les organisations. Et on voit qu'il y a eu un changement très important. Donc ça, c'est un point. Après, ce que je voulais, dans ce sens-là, pour aller un petit peu plus loin, je voulais parler des approches traditionnelles jusqu'à aujourd'hui. Donc si on revient un petit peu dans les années 60, on était dans un modèle industriel où le salarié était vu comme un facteur, un coût et un facteur de production. Donc à peu près 19e, 20e. Puis après, on s'est rendu compte que c'était une ressource stratégique, avec l'émergence de la gestion des compétences humaines et qui valorisait la personne et ses compétences. Donc on parlait de la fonctionnalité des personnes, et ça c'est important. Et puis aujourd'hui, on va un petit peu plus loin, on parle de quête de sens, avec une recherche d'engagement et d'alignement des valeurs individuelles et par rapport au collectif et par rapport à une organisation. Donc on voit bien que les missions des organisations sont en train de changer pour répondre au plus près aux attentes et aux exigences des collaborateurs, des salariés, à tout niveau, peu importe les strates, parce que cette quête de sens, elle touche des conseils d'administration, des dirigeants, des managers intermédiaires, tous les salariés, voilà, des techniciens, etc. Alors quelques chiffres clés, pourquoi repenser le capital humain? Parce que 85% des emplois futurs, donc des emplois de 2030, n'existent pas encore, selon l'Institut du futur. Donc c'est quand même hyper important. Et bien évidemment, avec l'accélération de la digitalisation et la montée en puissance de l'IA, il est fort probable que les nouveaux emplois d'ici 2030 n'existent pas aujourd'hui encore. 49% des salariés français jugent leur travail répétitif et peu valorisant, selon l'IFOP 2024. Donc c'est quand même important. Donc on est à peu près à la moitié. Donc on est 50% des salariés français qui sont insatisfaits. Et on a plus 10% de croissance de productivité accrue pour les entreprises qui investissent dans les compétences. Et j'irai plus loin, on ne parle pas que des compétences techniques, mais on parle de plus en plus de compétences humaines, avec les fameux soft skills. Et plus on va loin dans ce domaine-là, plus on se rend compte que ces entreprises en fait ont une augmentation de performance et de productivité. C'est d'autant plus important, je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, bon nombre d'aspects techniques peuvent être pris en charge par de l'intelligence artificielle. Par contre, ce qui va distinguer la valeur ajoutée humaine, c'est sa compétence humaine, ses soft skills. Et ça, c'est super important parce que on a besoin d'interagir avec des collaborateurs, entre salariés. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très très important de développer des facultés avancées pour mieux interagir avec des collaborateurs. C'est ça qui va faire la différence aujourd'hui et avec une prise en charge de l'IA sur des aspects techniques, la manière de manager, d'interagir, de collaborer, que ce soit en vertical ou en horizontal, va être cruciale et ça va être la forte valeur ajoutée des salariés collaborateurs dans l'entreprise. Alors,
ce que je voudrais dire aussi, c'est que à quoi ça correspond en termes d'enjeux actuels pour les entreprises. Aujourd'hui, on sait que on parle de guerre des talents. Il y a une pénurie croissante de compétences clés dans des secteurs stratégiques et dans de nombreux secteurs. Il y a une compétition de plus en plus internationale pour attirer les meilleurs profils. Beaucoup de salariés, de plus en plus, et de jeunes salariés voyagent, euh, maîtrisent plusieurs langues. Donc le marché est devenu mondial. Donc comment on peut faire pour attirer les meilleurs talents chez soi? Et encore une fois de plus, on parle de plus en plus pas que de compétences techniques, mais de compétences humaines, des soft skills. Ça, c'est devenu très important. Ensuite, on parle d'engagement et de fidélisation. Donc, il y a 87% des entreprises euh, euh, qui citent l'attrition comme principal risque, selon l'étude de Deal de 2025. Donc, c'est un coût élevé, donc on parle de coût élevé du turnover et de perte de savoir-faire. Ça, c'est un point majeur. Il y a une volatilité des compétences avec des collaborateurs qui restent très peu de temps, beaucoup de turnover. Et bien évidemment, parfois, ils partent avec un savoir-faire important, d'où la notion de capitaliser le savoir et les compétences lors de leur passage, et aussi de comment mettre en place des programmes de fidélisation et d'engagement. Surtout sur des jeunes générations qui ont tendance à, à vouloir expérimenter beaucoup de choses très vite, qui s'ennuient vite, donc qui ont une insatiabilité au niveau de la curiosité, au niveau des projets. Donc, donc c'est très important de pouvoir repenser aussi les périmètres de poste avec peut-être des modes projet et c'est quelque chose, voilà, des pistes de réflexion à aller creuser. Autre point important, l'adaptation technologique. Il y a un besoin d'agilité face aux innovations technologiques qui sont de plus en plus rapides. Ensuite, donc, ce qui est important, c'est de faire monter en compétences techniques de manière constante des équipes devenues indispensables. Et bien évidemment, avec cette évolution technologique, il faut faire monter en compétences l'ensemble des équipes et notamment des fonctions clés qui sont stratégiques dans les entreprises. Donc ça, c'était ce point-là. Ensuite, comment on gère ce capital humain? Donc le management du capital humain. Donc il y a le recrutement, donc attraction et sélection des meilleurs talents. Le développement. Alors le développement, c'est la formation continue et le parcours d'évolution. Donc ça, bon, je vous apprends rien, mais ça va au-delà de ça. On peut rajouter aussi la notion de développement comportemental. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de collaborateurs, et notamment des jeunes générations, mais pas que, hein, qui ont envie de se développer en termes de comportement, en termes d'amélioration et de fluidité de relations et de se sentir mieux à leur poste de travail, pas tant au niveau des tâches, mais au niveau de la manière de relationner et la manière d'appréhender une relation à l'autre par rapport à un hiérarchique, un manager, mais avec des collègues et aussi des collègues, que ça soit de leur service ou aussi en mode projet, dans le cadre d'équipe projet. Donc avec par exemple, je donne un exemple, une meilleure confiance en soi, des capacités d'assertivité, des capacités de remise en question. Et aujourd'hui, on assiste à une montée en puissance des disciplines, des approches liées au développement des compétences et des comportements, avec du coaching, mais aussi des approches en sophrologie, avec plein d'autres exemples qui sont très utiles pour pouvoir faire évoluer les collaborateurs sur ces aspects-là. Donc le développement, il ne consiste pas ou plus uniquement que sur la formation continue et du parcours d'évolution. Ensuite, on parle de bien-être aussi dans la gestion du capital humain avec la santé globale, la santé en entreprise,
et l'équilibre vie pro, vie perso qui est en train de prendre un essor considérable avec notamment des fortes demandes des jeunes générations qui ne mettent pas forcément le travail comme une priorité intrinsèque. C'est-à-dire c'est quelque chose d'important dans leur vie. Dans toutes les études, c'est ce qui est montré, hein. Mais ça reste au même plan équilibré que d'autres centres d'activité comme le loisir, l'engagement associatif ou la vie de famille, tout simplement. Et l'autre point, c'est la fidélisation. C'est comment on met en place des mécanismes de reconnaissance et d'engagement durable. Il y a différents programmes qui existent pour fidéliser, pour reconnaître le travail effectué. Alors, en fonction de la culture des pays, ce n'est pas la même. Il y a des systèmes de valorisation hiérarchique où on peut changer de poste mais il peut y avoir aussi d'autres systèmes qui sont peut-être aussi différents, innovants, avec des formats de témoignages, des radios internes dans les entreprises qui se mettent en place, où on fait interviewer des collaborateurs sur des vécus de transformation, des apports d'idées ou qui viennent témoigner sur des idées qu'ils ont pu avoir pour venir présenter. Donc tout ça pour valoriser cette dynamique d'innovation et ça contribue tout ça à permettre de fidéliser notamment des collaborateurs. Des jeunes collaborateurs mais pas que. Donc tout ça, ce management du capital humain, c'est vous avez vu, c'est très vaste, c'est 4 piliers: recrutement, développement, bien-être, fidélisation. Et aujourd'hui, on peut aller amener des choses assez innovantes et qui correspondent aux attentes des nouveaux collaborateurs. Alors, on l'a dit, hein, les 3 piliers du capital humain 3.0, c'est attirer, donc l'expérience candidat personnalisée, ça c'est très important, où l'organisation montre qu'il y a une écoute attentive et personnalisée des nouveaux entrants et qu'on rentre pas dans comme un numéro dans une organisation sans tenir compte en fait de la personnalité, d'apprendre à connaître les candidats, les nouveaux collaborateurs, comment faciliter l'intégration dans les équipes. Ça c'est super important. La marque employeur qui doit être authentique et innovante. Ça, j'insiste beaucoup sur la partie de l'authenticité parce que on a eu tout au début de la naissance de la marque employeur et de ce concept-là. Moi, j'y ai assisté et même contribué. On était beaucoup dans des effets d'annonce avec un peu à la mode du greenwashing, mais appliqué au recrutement. Donc on annonçait beaucoup de choses, mais dans les réalités, dans les faits, en fait, on n'était pas toujours aux attendus par rapport aux collaborateurs, aux salariés et aux managers, hein, toute stratégie hiérarchique confondue. Donc c'est comment on est innovant et comment on est authentique et comment on travaille sur des fondamentaux pour attirer les candidats. Voilà. C'est intéressant d'aller communiquer sur des approches innovantes hein, parce que ça fait beaucoup de buzz et puis ça attire des candidats, mais ce qui est important c'est de travailler sur le cœur, donc l'organisation du travail, sa relation avec le manager, comment on est écouté, entendu, comment on répartit une charge de travail adaptée, enfin des choses fondamentaux qui sont liées à la QVCT, à l'approche risque hein, des RPS. C'est d'abord travailler là-dessus et ensuite on peut aller chercher des approches innovantes, personnalisées. Et aussi comment on intègre un management différencié. C'est-à-dire qu'on est les collaborateurs ont des personnalités différentes. On était souvent dans des formes de management où on avait une forme de leadership, une forme de management, et les collaborateurs devaient s'adapter à un type de management. Aujourd'hui, on assiste à un changement dans les pratiques managériales où on se rend compte que les managers qui adaptent leur type de management aux collaborateurs ont de meilleurs résultats parce qu'ils rentrent dans une dimension beaucoup plus personnalisée avec un tronc commun, mais avec une prise en compte réelle et authentique de la personnalité de leurs collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger dans les entreprises.
Dans différents pays, on est quand même plus avancé, et dans d'autres un peu moins, et ça, on est en train de se développer. Donc c'est pour ça que pour attirer, on propose une valeur différenciante à travers ces formes de management. Ensuite, développer, deuxième pilier, des programmes d'upskilling ou de reskilling. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer avec des adaptations de formats de formation, notamment des formations multimodales qui sont adaptatives, avec du blended learning, adapté au créneau et au temps qu'ont les collaborateurs pour pouvoir acquérir d'autres compétences, d'autres savoirs, avec un mix sur du savoir théorique et de l'accompagnement de type coaching pour accompagner la prise en compte des connaissances au poste de travail réel. Donc ça, avec de plus en plus de mentorats qui sont mis en place pour dispenser un apprentissage continu dans le cadre de transition de poste. Donc voilà, on le voit à travers cet axe, on voit qu'on rentre dans une dimension beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus aboutie sur du long terme. Et aujourd'hui, on a tout l'environnement technique, technologique et organisationnel qui peut permettre justement une adaptation personnalisée. Et puis fidéliser, donc le bien-être holistique au travail avec différents programmes. Alors ça va du bien-être, de relaxation, dans des postes qui sont parfois générateurs de stress, avec du yoga, de la sophrologie, de la méditation, des pauses de récupération, des micro-siestes, avec des salles qui se permettent d'aménager ça. Ou vraiment une logique, et j'ai vu il y a pas longtemps des conseillers spécialisés pour calculer les temps les plus adaptés pour faire des pauses, des micro-pauses. Il y a des collaborateurs qui sont faits pour travailler de manière soutenue sur 1 heure, 2 heures, et puis après ils font une pause importante. D'autres qui sont dans une dynamique beaucoup plus fractionnée, donc qui ont besoin de faire des pauses plus régulières, mais d'1 minute. Et comment on optimise notre récupération, notre ressourcement global, physique, énergétique, pendant ces temps de pause. Donc c'est des petits détails qui sont peut-être anodins, mais qui permettent de faire de la prévention très importante. Comment on a une culture inclusive et collaborative, avec par exemple les personnes en situation de handicap, avec une approche beaucoup plus holistique du handicap, inclut un volet émotionnel, psycho-émotionnel. Comment aussi on intègre différentes cultures, avec des rythmiques, des façons de penser différentes dans le cadre du travail. On est tous en fait, chaque être, et ça c'est le fruit de beaucoup de travail d'investigation, je me suis rendu compte qu'on est tous faits de programmation. Depuis l'embryogénèse, donc la conception de l'enfant, jusqu'à quand on est adulte, on est face à des programmations de toutes sortes. Les parents, les frères et sœurs si on en a, l'école, la télé, la société, les amis, etc. On se nourrit et on construit notre individualité, notre unicité, à travers différents biais, différents prismes de programmation. Et on se rend compte on est tous différents, et on a des visions des choses différentes pour un même sujet. Le rapport au travail ou des situations de travail, différents collaborateurs vont avoir des visions différentes. Donc, c'est important aujourd'hui de prendre en considération qu'il n'y a pas forcément une vérité vraie, il y a des perceptions de vérité. Et comment on peut composer avec ces perceptions de vérité et créer une fluidité et des consensus sur des perceptions de réalité. C'est pour ça que le management différenciant ou personnalisé, on vous l'appelez comme vous voulez, est très important pour que chacun ait sa place avec son prisme de lecture et soit entendu, et de pouvoir expliquer avec aussi des codes de communication. On a des collaborateurs qui sont formatés, très analytiques, très créatifs. Je fais très schématique. C'est comment on peut arriver à adopter le meilleur langage qui correspond
aux différents prismes de réalité de chaque collaborateur. Celui qui est plutôt analytique, on va lui parler des chiffres, des faits, des méthodes, des structures. Et celui qui est créatif, on va lui parler de potentiel, d'ouverture à la subtilité, à des comportements, aux émotions. Donc c'est comment on s'adresse aux collaborateurs en tenant compte de leur perception et de leur filtre. Et on parle bien évidemment de reconnaissance personnalisée. Alors, donc on a parlé de ça. Ce que je voulais vous évoquer avec vous aussi, plusieurs choses. Je me suis pris quelques notes pour ne rien oublier dans ce podcast. Je voudrais vous parler, bien évidemment, maintenant des nouvelles perspectives et des chantiers futurs. Alors, les nouvelles perspectives, c'est bien évidemment l'IA, dont tout le monde en parle de plus en plus, et les ressources humaines augmentées. C'est comment on arrive à créer des points de connexion, de synergie entre l'intelligence artificielle et les ressources humaines compte tenu d'un poste de travail et des attendus au niveau de la réalisation du travail réel. Avec notamment l'automatisation des tâches administratives, donc qui prennent beaucoup plus de temps, et l'analyse par exemple prédictive de talent, par exemple. Aujourd'hui, on peut arriver à utiliser l'IA pour ça. Et on peut avoir aussi peut-être c'est le futur, hein, mais pourquoi pas un assistant virtuel pour le développement personnalisé des compétences pour chaque collaborateur, qui permettent de conseiller et d'apporter un appui analytique dans ce sens-là. Ce qui est surtout important aussi, c'est que bien évidemment, ce sont des appuis à la décision. Mais l'humain a aussi des choses avec des perceptions intuitives, une finesse que pour l'instant l'IA ne peut pas remplacer. Et c'est comment aussi on arrive à intégrer un cadre et une frontière entre l'appui de l'intelligence artificielle, dans le cadre des ressources humaines, et la valeur ajoutée de l'humain dans ce processus-là. Et il y a tout un sujet à aller explorer là-dedans, et je vous proposerai justement dans d'autres épisodes de rentrer dans le détail de ces sujets. Le management hybride, avec des nouvelles pratiques managériales adaptées au travail à distance, de plus en plus, avec une inclusion digitale et d'équité d'expérience pour tous, parce qu'on n'a pas forcément, en fonction des organisations, et même au sein des organisations, on n'a pas toujours une équité dans l'accès au travail hybride, et c'est comment on peut arriver à repenser ce travail hybride en fonction des hiérarchies, des niveaux hiérarchiques, des besoins du travail, mais parfois sur des périodes courtes. Souvent, c'est proposé sur des périodes longues, parfois de manière pas un peu figée, mais dans des longues durées, alors que peut-être c'est repenser une dynamique avec des aménagements au fil de l'eau en fonction des besoins, soit entre l'équilibre perso-pro, mais aussi en termes de besoins euh, comment dire, intrinsèques au travail, avec par exemple des zones blanches qui nécessitent un travail analytique, où le travail à distance peut être intéressant, et puis des temps où on échange, où on a besoin de se retrouver pour des choses avec une forte valeur ajoutée, pour créer du lien, humaniser la relation. Et co-construire des carrières. Ça, c'est une des nouvelles perspectives et chantiers futurs, avec des parcours professionnels flexibles et personnalisés. Ça, et notamment, ça permet de répondre à ce que je disais tout à l'heure sur les attentes des nouvelles générations qui ont envie de changer, explorer, qui sont curieux, qui considèrent avoir vite fait le tour d'un poste. Alors à juste titre ou pas à juste titre, hein, ça se discute, mais comment on peut arriver à redécouper de nouveaux métiers, proposer de nouveaux challenges, de nouveaux projets.
Dans un périmètre élargi des organisations, parce qu'on se rend compte qu'il y a dans les organisations tout un écosystème associatif, institutionnel, d'incubateurs aussi, de projets d'innovation, de start-up, etc. Donc, comment on peut arriver à proposer des parcours professionnels flexibles et personnalisés dans une vision globale et holistique. Et comment on parle aussi de responsabilisation partagée dans le développement professionnel, c'est-à-dire comment on inclut euh, des responsabilités, alors pas que juridiques, hein, mais dans la co-construction et la co-réalisation en fait de projets. Je parle notamment avec des brevets, quand il y a une émulsion d'idées collectives, comment on intègre un cadre juridique pour déposer un brevet sur un cadre collectif, par exemple, ou voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc, ce que je voulais partager aussi avec vous, donc on a parlé de ces nouvelles perspectives, c'est qu'on arrive à la fin de ce podcast et je voudrais faire une petite conclusion et de parler de la notion de capital humain régénéré. Cette idée, en fait, c'est de rentrer dans une dynamique, vous avez vu, où on est dans des boucles dynamiques d'amélioration continue, ouvertes sur différents écosystèmes. Donc c'est important de se pencher sur la systémique. Donc c'est d'étudier les systèmes dynamiques de travail, de compétences, de relations, de manière très fine. Et ça, aujourd'hui, on a besoin dans les organisations d'aller se pencher. Et peut-être ça fera partie d'un nouveau métier, une nouvelle expertise, hein, avec des directeurs de la systémique, ou par exemple, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est pour donner l'idée, où on a une attentive et un pilotage, on est attentif et on a un pilotage fin sur ces dynamiques systémiques. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait d'anticiper et de prévoir les besoins en compétences, les envies de chacun, les différents comportements, les adaptations par rapport au nouveau contexte externe. Et ça, c'est très très important. On va dans une accélération des changements impactants, et donc on rentre de plus en plus du collectif vers l'individuel et l'individuation pour remonter de l'individuation vers le collectif. Et on se rend compte de plus en plus que ce capital humain a besoin de se régénérer, de créer une dynamique. Et ça, c'est à mon avis, c'est quelque chose, une transformation majeure dans les organisations. L'avantage, c'est un avantage compétitif majeur. Donc, c'est-à-dire que le capital humain, ça peut être considéré comme un différenciateur, stratégique ultime. C'est-à-dire que c'est peut-être celui qui a peut-être le plus de valeur dans l'organisation. Parce que c'est lui qui va être peut-être garant de la pérennité de l'organisation. On a des fois des organisations où il y a des fonctions clés qui partent, qui fragilisent l'organisation. Et donc, on voit bien que le capital humain est un atout maître. On a parlé d'entreprise responsable, c'est-à-dire que si l'organisation est attractive, avec une éthique, si elle a une pérennité dans sa stabilité, dans son attractivité au niveau des salariés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, c'est comment on construit une organisation en mettant l'humain au centre. De la performance à la fois économique, mais aussi sociale. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est comment on intègre dans les boards des tableaux de bord analytiques qui mentionnent autant d'indicateurs clés sur la performance sociale que la performance durable. J'en parlerai dans d'autres épisodes, mais il y a des coûts
qui sont importants du désengagement des collaborateurs, c'est comment on intègre ces indicateurs clés dans les performances, les indicateurs de performance clés au niveau des boards. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Donc, on voit bien que, pour conclure, et je finirai là-dessus, que ça ouvre différentes perspectives. Toutes les organisations sont plus ou moins matures, mais on sent qu'on va vers une intégration de ce capital humain régénéré comme axe stratégique primordial, voilà, de plus en plus. Et plus les entreprises sont matures, plus elles ont conscience en fait de cet aspect-là, pardon, et donc elles vont vouloir investir sur ce capital humain. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, voilà, comme premier épisode, qui est un épisode très symbolique et important pour moi, voilà, dans ce nouveau podcast. N'hésitez pas à me contacter, partager, relayer le podcast, et puis et si tout ça vous parle, on en discute et on va un petit peu plus loin ensemble. Je vous remercie et à bientôt. Merci d'avoir embarqué avec moi dans Capital Humain 3.0. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. On se retrouve très vite pour explorer ensemble d'autres façons de remettre le potentiel humain au cœur de la transformation. À très bientôt et d'ici là, faites battre le cœur de vos organisations.